bonsoir. Bienvenue au musée. Donc ce soir, on continue le cycle de conférences organisé dans le cadre de la Fête de la Science avec Adrien François, qui est ingénieur au laboratoire de police scientifique de Paris et qui va vous présenter ce soir une conférence sur l'utilisation de l'ADN en police scientifique, en criminalistique. Et pour les fidèles du musée, vous savez qu'on organise régulièrement des conférences avec le laboratoire de police scientifique de Paris. Et donc je suis ravie ce soir de pouvoir continuer ce partenariat. Donc encore une fois, merci beaucoup Adrien François de venir au musée pour nous présenter cette conférence. Très bonne conférence à vous et à bientôt. Il y aura des questions juste après la conférence si vous avez des interrogations. Merci à vous, bonne conférence. Merci. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être là déjà pour cette conférence, d'être venu m'écouter ce soir. Donc, merci Anaïs de m'avoir présenté. Donc, comme elle le disait, je m'appelle Adrien François. Moi, je suis aujourd'hui ingénieur de police technique et scientifique au laboratoire de police scientifique de Paris. Donc, aujourd'hui, je suis chef de division adjoint et j'ai rejoint le laboratoire en 2016 en section biologie, puisque j'ai une première carrière d'enseignant-chercheur. J'ai un doctorat en neurophysiologie, j'ai fait beaucoup de biologie moléculaire et de génétique. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le labo en 2016, de passer le concours. Et aujourd'hui, voilà, je suis titulaire et je suis chef de division adjoint. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'ADN en police scientifique, en criminalistique. Alors comme on est dans un musée, on va faire une partie historique. Je vais revenir un peu sur comment est-ce qu'on en est venu à travailler sur l'ADN. Qu'est-ce qu'on a travailler au début, surtout qu'on est dans cette salle ici, vraiment qui présente un beau pan historique de l'identité judiciaire et de la police scientifique, notamment avec Alphonse Bertillon. Ça va être le premier personnage que je vais présenter dans mon exposé. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Moi, j'ai l'habitude, j'ai enseigné pendant des années, donc autant que ce soit interactif, n'hésitez pas à m'interrompre, posez vos questions. Alors si on retourne bien en arrière au niveau de la police, on se rend compte au milieu du 19e siècle que en fait, la moitié de la population carcérale sont des récidivistes. Voilà, on a des gens on a des carriéristes dans le crime. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, en fait, on ne sait pas les identifier. Et on crée déjà une première chose, c'est le casier judiciaire. Voilà, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le casier judiciaire. Et en fait, il est créé en 1850. Et en 1872, on va un petit peu plus loin au niveau de la préfecture de police, on a le service de photographie judiciaire qui est créé. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire des fiches photographiques pour essayer de pallier un petit peu à ça. Parce qu'à l'époque, tout ce qu'on a, c'est des personnels au niveau des commissariats qui sont employés pour leur mémoire, pour voir si on a des personnes qui sont ramenées par les policiers, qui sont en fait des récidivistes, qui sont déjà venus. En 1879, on a Alphonse Bertillon qui rentre à l'APP, donc à la préfecture de police. Alors il est ni médecin ni autre, il a commencé ses études de médecine, c'était pas un élève particulièrement brillant. Il a arrêté ses études et son père le fait rentrer à la préfecture de police. Très vite, en fait, il va avoir de très bonnes idées, il va les pousser et surtout, il va vouloir en fait mettre en place un système d'identification anthropomorphique. Il se dit que s'il fait des mesures précises des mensurations des individus, derrière, ça va pouvoir faire une certaine carte d'identité de l'individu et permettre de l'identifier. Son frère, il est statisticien et il travaille aussi avec d'autres ouvrages de statisticiens. Et en fait, c'est marqué ici, il va conserver sur ses fiches anthropomorphiques plusieurs informations. Alors, les informations d'identité civile, classiques, nom, prénom, date de naissance, si elles sont connues. Et après, les mesures anthropométriques. Donc là, vous avez plein de choses différentes. Vous avez les classiques, la taille, et puis après, derrière, il va mesurer la circonférence crânienne. Qu'est-ce que vous avez d'autre ici ? Vous avez le médius, la taille du pied, l'oreille droite. Vous avez tout un tas de mesures. Vous en avez précisément 14. Parce qu'en fait, il fait à l'époque un calcul statistique et se dit qu'avec ces 14 mesures, il a une chance sur, alors de mémoire, 286 millions de faire une fausse identification. Donc pour lui, c'est suffisant statistiquement de prendre ces 14 mesures. Donc déjà, on est sur quelque chose qui est réfléchi en termes d'identification pour éviter une erreur. Et donc, il se lance là-dedans. Alors,
Il y a aussi une petite case pour les signes distinctifs. Vous savez qu'en dehors de nos mesures, on a tous des signes distinctifs. Vous avez les taches de naissance, vous avez les tatouages qui se répandent très vite dans le milieu criminel, les cicatrices, souvent des gens qui se battent, qui ont des blessures, qui ont des cicatrices. Et tout ça, ça va être placé dans l'encart signe distinctif. On a en dessous quelque chose qui apparaît ici. Alors, c'est pas immédiatement sur les fiches d'Alphonse Bertillon. C'est les empreintes digitales. Alphonse Bertillon, au début, il est assez réticent à cette idée-là. C'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient de l'étranger. Et au final, on lui impose. On lui dit ça a l'air d'être quelque chose qui est très intéressant et qui permet une bonne identification. Du coup, on va l'ajouter à ces fiches anthropométriques et on va l'utiliser, on va en tout cas essayer de l'utiliser pour faire des identifications. Pourquoi ? Parce que à l'étranger, les premiers tests de la méthode anthropométrique sont faits en 1880 et en 1892, on a la première identification dans un autre pays grâce à l'empreinte digitale. Et la première véritable affaire qui va participer à l'énorme renommée d'Alphonse Bertillon, c'est en 1902, avec la première arrestation française grâce à ces fiches de signalisation et notamment les empreintes digitales. C'est l'affaire Léon Schaeffer. Léon Schaeffer, il est signalisé en 1902, en mars 1902, pour, c'est un criminel de droit commun, des vols, des abus de confiance, et il est arrêté pour ça, il est signalisé. Donc on réalise sa fiche, on prend ses mesures, on prend ses empreintes, et puis après une petite détention, il est relâché. Le 16 octobre de la même année, il y a Joseph Rebel, c'est un domestique d'un dentiste parisien, qui est retrouvé mort. Au niveau de la scène de crime, il y a tout un tas d'éléments, il y a des traces d'effraction, et notamment, on a sur une vitre des traces de doigts et des empreintes digitales. Alphonse Bertillon, il est saisi par le juge qui lui demande de se déplacer et de faire les constatations. Alphonse Bertillon, il va faire les constatations, il va relever les empreintes, il va même transporter une vitre qui supporte une de ces empreintes dans du sang, et il va la photographier. Il va la photographier et il va l'étudier et il va la comparer aux fiches qui sont à sa disposition. Et en fait, 8 jours plus tard, le 24 octobre, il constate que les empreintes digitales retrouvées sur la scène d'infraction sont les mêmes que celles d'Henri Léon Schaeffer qui avait été signalisé au mois de mars. Donc forcément, l'information est diffusée à l'ensemble de la police et Léon Schaeffer va être arrêté le 30 octobre à Marseille. Et vous voyez là, ici, vous avez sa fiche de signalisation, on a tous ces éléments, une photographie face profil et ses empreintes digitales. Et donc ça, c'est véritablement la première affaire française résolue grâce à une empreinte digitale. Quelques années plus tard, on a la création du musée dans lequel vous êtes, donc pour replacer un petit peu dans l'histoire. Et en 1910, on a un deuxième nom qui fait l'apparition en criminalistique, c'est Edmond Locard. Edmond Locard, qui lui est un médecin avec surtout une expérience en médecine légale, qui en 1910 va créer le premier laboratoire de criminalistique en France, à Lyon, dans les combles du palais de justice. Edmond Locard, c'est celui avec Bertillon qu'on considère comme l'un des deux pères fondateurs de la police scientifique, et il a établi le principe de Locard. Le principe de Locard, il dit quoi ? Et on l'utilise encore aujourd'hui, c'est que nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit ? Eh bien en fait, vous avez un lien entre votre auteur des faits, la victime et la scène de crime. En fait, quelqu'un qui commet un acte délictuel ou criminel va laisser des marques de son passage sur la scène d'infraction, sur la victime, et il va ramener avec lui des éléments de cette scène d'infraction. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait au quotidien. On va essayer de faire le lien entre un auteur, une victime et une scène. Et c'est relier les trois va permettre en fait de participer à la résolution des affaires criminelles. Donc après la création de ce premier laboratoire de police scientifique,
Et bien on va en avoir 4 autres qui vont être créés. Vous allez avoir le laboratoire de police scientifique de Paris qui est créé en 1923. Donc il y a 2 ans, on a fêté notre centenaire. Et puis après, vous avez les 3 autres. Vous avez Lille, Toulouse et Marseille. Donc aujourd'hui, on a 5 laboratoires de police scientifique en France. Et on est à peu près 850 à travailler dans ces 5 laboratoires en France. En 1953, vous avez une grande découverte qui vaut un prix Nobel à messieurs Watson et Crick. Et on n'oubliera pas de citer Rosalind Frank quand même, qui a été oubliée de l'histoire, qui a travaillé avec eux. Oui, c'est même probablement elle qui a fait la découverte avant eux. Et donc c'est le prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN en double hélice. Qu'est-ce que c'est que l'ADN? Alors je ne suis pas là pour vous faire un cours en génétique, mais on va quand même poser les bases pour expliquer derrière ce qu'on fait. L'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. L'ADN, il est présent dans toutes les cellules de votre corps, bon, à l'exception d'un type, les globules rouges ne contiennent pas d'ADN, ils n'ont pas de noyau, ils ne contiennent pas d'ADN. C'est le seul type cellulaire qui n'en contient pas. Mais sinon, votre ADN, il est présent dans toute votre cellule et il contient les informations génétiques au fonctionnement de votre organisme. On le retrouve sous forme de chromosomes dans le noyau des cellules, on a 23 paires. Ça, c'est ce qu'on appelle un karyotype. Vous avez déjà vu cette image dans les livres de biologie ou même dans différentes émissions. C'est ce qu'on fait souvent pour voir si on a des anomalies génétiques. Notamment, c'est grâce à ce test médical qu'on détecte en premier lieu les éléments de trisomie, typiquement. La molécule d'ADN, c'est une molécule complexe en double hélice. C'est cette structure qui a été mise en avant par Watson et Crick, que vous avez ici. Donc c'est une double hélice en spirale. Et en fait, c'est 4 molécules, 4 bases qui vont former l'ADN. On en a 4, c'est l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et en fait, votre code génétique, à la base, c'est quoi? C'est juste ces 4 bases, 4 lettres, A, T, C, G. Et c'est ça qui va permettre derrière de coder tout ce qui se passe dans votre organisme. Le code génétique, à partir de ces 4 lettres, vous voyez ici, vous avez 4 lettres, donc les A, T, C, G. En fait, ça va coder pour des acides aminés, c'est la base du vivant, les acides aminés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut 3 bases pour un acide aminé. Donc ça veut dire qu'à partir de 4 lettres, vous avez tout un tas de possibilités pour 20 acides aminés, on connaît 20 acides aminés. Et en fait, ça permet un code génétique qui est assez large et qui permet de faire énormément de choses. Dans une cellule, vous avez, au niveau génétique, à peu près 3 milliards de bases. Voilà, c'est ça le code génétique, dans chacune de votre cellule. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et nous, c'est là-dessus qu'on travaille. On va aller chercher de l'information sur ces milliards de bases. Ce qui est intéressant aussi, et très utile pour nous, c'est que l'ADN, c'est la base de l'hérédité. Vous le savez, on vous l'a dit, vous êtes le produit de vos parents. Vous avez la moitié de votre patrimoine génétique qui vient de votre père, l'autre moitié qui vient de votre mère. Voilà, en général, on peut faire des liens avec des choses simples, la couleur des yeux, vous avez la fossette au niveau du menton, la couleur des cheveux. Les groupes sanguins, typiquement, c'est des choses que vous héritez de vos parents et de vos grands-parents. Ça suit toute votre généalogie. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Dans certaines enquêtes, on va faire des filiations, ce genre de choses-là. On le verra un petit peu plus tard, on en parlera. Et surtout, ce qui est très intéressant et ce qui est primordial pour nous, c'est que génétiquement, chaque individu est unique. Il n'y a pas de sauf. Et les jumeaux ne sont pas génétiquement identiques. Il y a quelques différences et on est capable de les détecter. Pas avec des méthodes standards, mais on a des méthodes qui nous permettent de différencier génétiquement des jumeaux. Les différences sont minimes, c'est quelques bases sur les plusieurs milliards, parce qu'on a des mutations spontanées, mais on est capable de les différencier. Par contre, des jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de différencier des jumeaux avec des empreintes digitales qu'avec l'ADN. Mais si vous n'avez pas d'empreinte et que vous avez que l'ADN, on travaille sur la preuve qu'on a. C'est toujours la même chose. Mais on peut les différencier. Donc comme on le voit ici, l'ADN a de nombreuses caractéristiques qui sont très utiles pour la recherche criminelle. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on est venu à travailler là-dessus? Alors, c'est pas arrivé tout de suite, l'ADN est découvert en 1953, et il faut attendre le milieu des années 80
pour que l'ADN fasse son entrée en police scientifique. C'est en 84 que l'équipe de Alec Jeffreys, que vous avez là en photo, découvre le concept d'empreinte génétique. En fait, il travaille sur pas mal de choses au niveau ADN et il détecte certaines caractéristiques génétiques et il montre qu'elles sont propres à chaque individu, même au sein d'une même famille. C'est ça qui est important parce que on avait découvert certaines caractéristiques génétiques, mais souvent qui étaient partagées entre différents individus. Et là, en fait, on arrive vraiment à distinguer, à partir de là, avec les techniques de l'époque, des individus, même au sein d'une fratrie. Et ces différences, on les appelle des polymorphismes. Un terme un peu barbare. Je ne vais pas vous aborder de terme barbare, on n'est pas là pour faire un cours de génétique, parce que sinon je pourrais vous endormir rapidement. Ce n'est pas l'objectif de ce soir. Mais voilà, il développe une technique d'analyse en biologie moléculaire. C'est ce que vous avez ici, c'est le résultat d'un autoradiogramme, là pour illustrer ça. Et en fait, ça permet de faire la première carte d'identité génétique d'un individu. On va appeler ça comme ça. Et à partir de là, on a une véritable révolution en médecine légale et en criminalistique qui va se lancer grâce à l'ADN. Et la première fois que cette preuve ADN va être utilisée en criminalistique, c'est en 86-87, avec l'affaire Pitchfork. En novembre 83, puis en juillet 86, on a deux jeunes filles, Linda Mann et Dan Ashworth, qui sont des jeunes filles retrouvées mortes, alors par strangulation suite à des viols. Donc ça se passe tout ça en Angleterre. Et la police va tout de suite mener son enquête, faire son travail. Il faut une enquête de voisinage. Et en fait, il tombe sur un individu, Richard Buckland, qui a un petit peu des difficultés d'apprentissage et d'élocution, qui semble un petit peu collé sur le profil. C'est un jeune de 17 ans, voilà, qui a quelques petits soucis. Ils vont l'interroger et en fait, il se trouve que Richard Buckland va avouer le second meurtre. Ça colle bien aux théories des enquêteurs à l'époque, donc ils essaient de le travailler un petit peu. Mais en fait, dans le même temps, ce qui se passe, c'est que Jeffreys, il va avoir accès au prélèvement des deux scènes de crime, parce qu'en fait, sur les deux scènes de crime, on a retrouvé de l'ADN qui n'appartenait pas à la victime. Et il va comparer du coup l'ADN sur les scènes de crime et l'ADN de Richard Buckland. Et en fait, il va mettre en évidence deux choses. Première chose, le profil ADN qui est retrouvé sur les deux scènes de crime, c'est le même. Donc on a affaire à un seul et unique meurtrier. Et deuxième élément, l'ADN de Richard Buckland ne correspond pas à celui retrouvé sur les scènes de crime. Et là, c'est la première fois dans l'histoire qu'on va relâcher un individu grâce à la preuve ADN. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que finalement, là on relâche Richard Buckland, mais on n'a toujours pas le meurtrier. Là, la police, elle a une idée. On a l'ADN du criminel, et on cherche qui a commis ces crimes. Et bien on va se mettre dans la zone géographique, parce qu'en fait ces deux meurtres ont lieu dans une zone géographique assez petite, et on va prélever tous les hommes de la zone, et on va essayer de trouver qui est le coupable. 4500 hommes sont prélevés, sans résultat. Voilà. Il se trouve qu'ils testent tout, donc c'est un travail colossal parce qu'à l'époque, en plus, les techniques prenaient beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Ça a eu un coût assez monstrueux, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, sans résultat. Sauf que, peu de temps après, en 87, au détour d'une conversation dans un pub, il y a une femme qui est présente et qui entend Ian Kelly, donc c'est quelqu'un qui est dans le pub et qui se vante en fait d'avoir été payé, alors je crois que c'est de mémoire, 200 livres sterling par un dénommé Colin Pitchfork pour aller passer le test ADN à sa place, sous prétexte qu'il avait déjà eu quelques démêlés avec la justice, des vols et autres affaires de droit commun et qu'il ne voulait pas être à nouveau embêté. Donc ce Ian Kelly s'en vante en disant « je suis allé donner mon sang à la place de Colin Pitchfork pour faire ce test ». Il l'avoue aux policiers qui, forcément alertés par cette dame, sont allés l'arrêter. Et derrière, en 87, Pitchfork est arrêté. On va prélever son ADN et surtout, on va pouvoir affirmer que c'est lui qui a commis ces deux crimes puisqu'on a une identification parfaite entre l'ADN de la scène de crime 1, de la scène de crime 2 et le sien. Et c'est la première fois qu'on aura une identification
grâce à la preuve ADN, d'un meurtrier, d'un criminel en général. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, vraiment, c'est une affaire vraiment majeure en criminalistique en ce qui concerne l'ADN. Donc vous vous rendez compte quand même, c'est 87, c'était il y a 40 ans. À l'époque, il faut vous dire que pour réaliser un profil génétique, il fallait globalement une trace de sang bien chargée de la taille d'une pièce de 50 francs, pour ceux qui ont connu. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans la pièce ici ait connu la pièce de 50 francs. Je vois des jeunes dans la pièce. C'est plus gros qu'une pièce de 2 euros. Voilà. Donc il fallait une grande quantité d'ADN. À l'époque, on travaillait principalement, avant d'avoir les profils ADN, on travaillait sur les groupes sanguins. En fait, on trouvait une trace de sang, on regardait le groupe sanguin qui avait été laissé, et puis ça donnait une indication s'il y avait ou non concordance entre ce qu'on avait trouvé et le suspect. Mais c'est tout ce qu'on avait. Une pièce de 5 francs. 5 francs, pardon, j'ai dit 50 francs, 5 francs. Oui, les 50 francs, c'est les pièces en argent à l'époque, étaient encore beaucoup plus grosses. Ouais, c'est ça. Mais une pièce de 5 francs, déjà, elles sont bien grandes, ouais, c'est ça. Et vous allez voir, on en parlera plus tard, mais gardez ça à l'esprit parce que ça a bien changé depuis. Et vous, excusez-moi, Oui. vous disiez voilà, donc 5 francs et, Oui. et le temps. Ils ont testé 4500 tests. Alors, pour le coup, je ne sais pas combien de temps ça leur a pris de tester ces 4500 personnes, mais en fait, il fallait énormément de temps pour faire ces tests. Oui, parce qu'il faut cultiver des cellules. Alors, il n'y a pas de culture de cellules, parce qu'on ne travaille pas sur les cellules, on travaille directement sur l'ADN. En fait, c'était aussi concomitant avec différentes inventions, notamment on a eu l'invention de Carey Mullis, donc pareil, prix Nobel de chimie, je crois, qui a créé la PCR. Je pense que grâce au Covid, tout le monde connaît ce terme. Maintenant, je ne passe plus pour un fou furieux, qui en fait permet c'est une photocopieuse moléculaire. La PCR, c'est une technique qui permet de photocopier l'ADN. Et globalement, ce que vous avez en très petite quantité, vous en faites une grande quantité, et derrière, vous pouvez travailler dessus. Alors, on ne fait pas de culture de cellules, mais en fait, on photocopie l'ADN. Donc ça c'est une énorme révolution. Alors, dans le domaine de la biologie génétique en général, parce qu'aujourd'hui la PCR elle est utilisée partout, dans tout le domaine de la biologie, en recherche, en médical, voilà. Deuxième affaire marquante, et alors là par contre c'est vraiment en France, c'est en 98, on a la création du FNAEG. Donc le FNAEG c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pourquoi et comment on en est venu à la création de ce fichier ? Entre 91 et 97, on a plusieurs jeunes femmes qui sont violées et assassinées en région parisienne, principalement en plus au niveau de l'est de la région parisienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces scènes de crime, on retrouve des traces et notamment des traces d'ADN. Ça veut dire qu'on a l'ADN de l'agresseur, du violeur, du meurtrier sur ces scènes. Et en 95, Guy Georges, vous avez reconnu, c'est l'affaire Guy Georges, lui, est arrêté pour une agression sur une jeune femme. Et en 98, à la demande de la juge Thiel, en charge de l'instruction, l'ADN qui a été collecté sur toutes ces scènes de crime, il est comparé à tous ceux présents dans les différents laboratoires. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, vous aviez des prélèvements qui étaient faits sur les scènes d'infraction, les laboratoires dans lesquels arrivaient ces échantillons faisaient l'analyse, réalisaient des profils, et quand les policiers venaient leur proposer de l'ADN de suspects, ils faisaient la comparaison. Mais il n'y avait pas de communication entre ces laboratoires au niveau des fichiers, il fallait qu'il y ait une demande express qui soit faite, rien n'était automatisé. Ce qui fait que en 95, quand Guy Georges il a arrêté, il est relâché. Il est relâché parce qu'il a arrêté. Et en fait, on ne fait pas le lien entre le suspect qu'on a et l'ADN sur ces scènes de crime. Puisqu'en fait, on l'arrête pour une affaire dont on ne sait pas qu'elle est liée aux autres. Et en 98, le juge Thiel va dire, attendez, prenez l'ADN collecté sur toutes les scènes de crime et envoyez-le à tous les laboratoires pour qu'il soit comparé. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que l'ADN qui a été identifié sur les scènes de crime, eh bien en fait, c'est celui de Guy Georges, qui était présent dans un des laboratoires, qui avait travaillé à
la mise en évidence de son profil. Et donc Guy Georges, il est arrêté en 98. Il avoue ses crimes quand on lui met la preuve ADN face à lui. Voilà, on lui dit de toute façon, vous avez laissé votre ADN sur les scènes d'infraction, on l'a récupéré, on l'a comparé au vôtre, c'est vous qui êtes retrouvé sur ces scènes d'infraction. Il avoue. Mais là, même si le crime est résolu, la justice fait face en fait à une faille du système, à une faille de l'exploitation de la preuve ADN. Et quelques mois à peine après, en juin, la création par décret du fichier national automatisé des empreintes génétiques. L'idée c'est quoi derrière ? En fait c'est de faciliter l'identification de tous les criminels qui auraient été arrêtés et profilés face au prélèvement ADN réalisé sur les scènes d'infraction. À la base, la première raison de prélèvement d'un individu pour le mettre au fichier national, c'est pour les crimes à caractère sexuel. Très vite, ça va être ouvert à tout le spectre criminel et même certains délits. Voilà. Les décrets d'alimentation du fichier vont évoluer au fur et à mesure du temps. La création initiale, c'est pour tout ce qui est à caractère sexuel et ça fait écho à l'affaire Guy Georges. Combien de temps il faudrait aujourd'hui pour prélever l'ADN et l'analyser de 5000 personnes Alors, je vais faire une réponse qui n'en est pas vraiment une. Ça dépend des moyens qu'on met. Si on a tous les moyens possibles. Si on a tous les moyens possibles, si on utilise tous les laboratoires, on a des temps incompressibles d'analyse, mais si vous arrivez à prélever les individus à la chaîne, je vais faire une réponse un petit peu différente. Si aujourd'hui vous prélevez un individu et vous voulez établir son profil, en 4 heures vous pouvez avoir son profil. Ça peut être très rapide. Après, 5000 personnes à prélever, c'est de la logistique. Voilà, il faut réussir à faire venir les personnes, aller les prélever et tout. Donc en fait, il y a toute cette logistique qui va jouer en termes de timing, mais c'est tout à fait faisable. Et ça va prendre énormément de temps en moins par rapport à l'affaire Pitchfork. Mettons que je prélève tout le monde en parallèle, avec des moyens quasiment illimités. Oui. Techniquement, on va dire qu'en 4 heures, je pourrais avoir tout le monde. Si j'ai des moyens... Avec des moyens limités, parce que nous, par exemple, aujourd'hui, on a des plateformes robotisées, on peut faire 100 échantillons en parallèle en même temps. En 4 heures, on peut sortir 100 résultats. Voilà. Donc il faut avoir aussi suffisamment de plateformes pour pouvoir faire toutes ces analyses. Mais avec des moyens limités, effectivement, une bonne logistique des moyens limités, vous lancez des prélèvements massifs le matin, vous pourriez avoir tous vos résultats le soir. Ça demanderait effectivement beaucoup de moyens et de la logistique. Techniquement, aujourd'hui, en biologie génétique, techniquement, c'est possible. Voilà. Oui. Oui, l'affaire où l'ADN a été utilisé, vous avez dit que c'était 1987. Oui. Est-ce que c'est normal d'avoir attendu 11 ans pour créer le FNAEG ? Mais, en fait, le truc, c'est que à l'époque, la résolution du cas Pitchfork, c'est il trouve de l'ADN sur une zone géographique, il trouve un suspect, il le compare. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que à l'époque, c'est le travail de l'enquête, et c'est toujours le cas, c'est le travail de l'enquêteur, du directeur d'enquête qui prime. C'est lui qui gère son enquête, et nous, on va apporter un élément de preuve. L'idée, à l'époque, c'était que si vous aviez des éléments de preuve, l'enquêteur, si vous amenez un suspect, vous pouvez faire une comparaison et vous pouvez incriminer une personne. Mais jusqu'à l'affaire Guy Georges, on n'en était jamais venu à se dire, mais si jamais j'ai un criminel qui fait différentes scènes d'infraction qui vont amener à des prélèvements sur différents laboratoires, ça ne va pas communiquer. En fait, le cas de figure ne s'était pas présenté, et c'est souvent comme ça dans l'histoire, et pas qu'en criminalistique. En fait, tant que le cas de figure ne s'est pas présenté, on ne perçoit pas le manquement, la faille dans le process. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, parce que à la base, pour eux, c'était simple. J'ai un élément de preuve sur la scène d'infraction, je cherche un suspect pour le comparer. À la base, c'est ça, l'ADN. C'est comme ça qu'on l'utilise, c'est comme ça que ça a fonctionné avec Pitchfork. Et en fait, l'affaire Guy Georges, elle a révélé quoi ? Elle a révélé, en fait, le crime n'est pas toujours figé géographiquement. Vous n'avez pas toujours les mêmes instances policières, juridiques qui travaillent sur les différents crimes et délits. Et en fait, il faut une communication entre toutes ces instances. Voilà. Aujourd'hui, le fichier national, il est alimenté par des suspects seulement ?
Alors, suspect et condamné. Suspect et condamné. Et aussi toutes les traces. Alors, je vais le présenter, mais genre dans 2 minutes. Et toutes les traces que nous, on va établir sur les scènes d'infraction. Et pourquoi pas dès la naissance Alors, en France, aujourd'hui, on a un historique avec les fichiers en France. Au niveau éthique, c'est quelque chose de très sensible en France. Et en France, c'est dans le monde entier. Non. Alors, vous prenez au Danemark, les enfants à la naissance, ils sont prélevés, ils sont profilés, ils sont envoyés dans le fichier. Vous avez des pays comme ça. En France, c'est pas le cas, on a un historique. C'est très cadré au niveau de l'utilisation de l'ADN. Par exemple, vous ne pouvez pas travailler sur l'ADN, sur notamment des séquences qui sont informatives, en dehors des cadres de recherche académique ou un cadre médical. Et nous, par exemple, en criminalistique, on travaille sur des séquences de l'ADN qui ne donnent pas d'informations sur l'individu. Quand je fais un profil ADN d'une personne, je vais aller chercher des zones de son ADN qui ne donnent aucune information. Avec mon profil ADN, je suis incapable de dire si vous avez les yeux bleus, si vous avez les cheveux bruns ou autres. Là, ce que je fais en routine pour faire du profil ADN, ça ne me donne aucune information sur vous. Et une fiche de profil génétique, ça ne veut rien dire. C'est des chiffres et ça ne donne rien sur vous. Oui. Donc, vous faites une fiche de profil. Oui. Et derrière, vous la rentrez dans une base qui fait la liaison entre... C'est ça. J'explique le fichier, comme ça va sûrement répondre à toutes vos questions. Vous me prenez d'avance. Donc on a 2 types de profils qu'on va établir. On a ce qu'on appelle un profil trace. En fait, c'est quelque chose qui est prélevé sur les scènes d'infraction. Donc vous allez sur la scène d'infraction, vous prélevez. Alors, donc les collègues qui sont sur le terrain, il y a une règle qui est globalement très simple, c'est que tout ce qui va être généralement déplaçable, ils vont le mettre sous scellé, ils vont nous l'envoyer en laboratoire pour analyse. Tout ce qui ne va pas être en mesure de déplacer, de mettre sous scellé en garantissant la préservation de la preuve, eh bien, ils vont prélever sur place et ils vont nous envoyer le prélèvement. Donc nous, on établit des profils ADN à partir de l'ADN qu'on va retrouver sur les scènes de crime, sur les éléments retrouvés sur la scène de crime. Et les deuxièmes profils qu'on fait, c'est les individus. Donc les suspects qui sont arrêtés, les personnes qui sont condamnées, en fait, arrivées au commissariat, elles vont être prélevées et leur profil va être établi et envoyé au fichier. 2 types de profils. Et en fait, le FNAEG, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer les profils qu'il y a au niveau des traces avec les profils au niveau des individus. Aujourd'hui, on a plus de 4 millions de profils ADN enregistrés au FNAEG. Donc le FNAEG, il est capable de faire un rapprochement entre un profil ADN d'une scène d'infraction et une personne qui a été prélevée, qui a été signalisée. Donc il est capable de dire l'ADN que vous avez trouvé sur cette scène appartient à l'individu X. Ça ne s'arrête pas là. S'il n'y a pas de rapprochement avec un individu ou inversement, le profil, il est rajouté là-dedans. Mais ce qu'il est capable de faire aussi, c'est de faire un rapprochement entre les traces. Le profil ADN que vous avez retrouvé sur cette scène d'infraction avait déjà été identifié sur une autre scène d'infraction. Qu'est-ce que ça vous permet de dire? Ah, ça fait un lien entre différentes scènes d'infraction. On sait qu'il y a des individus qui sont des récidivistes. Oui. C'est purement national comme fichier. Oui, c'est un fichier français. C'est fichier national français, oui. Alors, il n'y a pas d'équivalence européenne. Chaque pays a son fichier. Par contre, on a des accords, notamment le traité de Prüm, qui nous permet de faire des demandes d'interrogation des fichiers étrangers pour un profil en particulier. Donc on peut faire une demande, voilà, un directeur d'enquête, un policier ou un magistrat peut dire, bah voilà, dans le cadre de mon affaire là, j'ai un profil ADN, je pense que mon criminel est parti à l'étranger, ou je pense qu'il est, a priori c'est de la criminalité organisée à, on va dire, à envergure internationale, est-ce que vous pouvez voir si dans votre base, vous retrouvez ce profil? Donc ça, on est capable de le faire. Par contre, c'est des fichiers qui sont nationaux. Et les accords, c'est tous les pays? Alors, c'est pas tous les pays. De mémoire, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais de mémoire, la Prüm au niveau de l'Europe, on est sur 27 pays. Mon degré de certitude est à 95%, je dirais. Voilà. Et tous les pays ont
Globalement, oui, tous les pays travaillent avec l'ADN en criminalistique. Les fichiers ne sont pas forcément les mêmes, ne fonctionnent pas forcément de façon identique. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'échelle internationale, on travaille sur les mêmes marqueurs, avec globalement les mêmes produits. C'est des grosses boîtes de biologie, des grosses entreprises qui fabriquent tous les produits qu'on utilise en biologie génétique, en biologie moléculaire. Et en fait, on travaille tous avec les mêmes choses. Donc en fait, l'information, le profil qu'on établit, il est établi de la même façon par tout le monde. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut comparer nos profils. Parce que si chacun avait sa petite méthode pour établir un profil, on ne pourrait pas les comparer. J'ai en mémoire un problème en Allemagne. Ah, le classique. C'est une petite histoire qui est très intéressante en Allemagne, effectivement. À l'époque, sur différentes scènes de crime, géographiquement éloignées et en plus sur des infractions très différentes, on avait des affaires de droit commun et des crimes de haute importance, on retrouvait le même profil ADN. Donc ça a cassé la tête des enquêteurs parce qu'ils ne comprenaient pas. Malgré tout leur travail, ils n'arrivaient pas à faire le lien. Et en fait, effectivement, on est remonté jusqu'à l'entreprise qui fabriquait les écouvillons utilisés pour faire les prélèvements sur les scènes d'infraction. Elle n'était pas de gants, la dame? Elle travaillait probablement très bien, mais alors il y a des personnes qui sont plus ou moins contaminantes. Il y a des gens qui déposent très facilement leur ADN, d'autres beaucoup moins. Et en fait, c'est comme pour tout. En fait, ça a développé les exigences en termes de criminalistique vis-à-vis de l'ADN. Aujourd'hui, nous, au laboratoire, on ne travaille pas sans avoir la certitude que des produits sont fabriqués avec une certaine norme. On a une norme qui dit que le process est fait de telle façon qu'on nous garantit à la fin un produit qui a été traité pour éliminer toute trace d'ADN dessus. Ça veut dire que nous, on travaille avec quelque chose qui n'a pas d'ADN, c'est vérifié. Voilà. Et ça dérive de quoi? Ça dérive d'événements comme ça, qui ont mis en évidence une faille potentielle, qui fait qu'aujourd'hui, on a ça. Mais pourquoi on en est venu là? Parce que c'est pareil, on réfléchit. Vous vous souvenez de la pièce de 5 francs? À l'époque, il fallait énormément d'ADN, il fallait une grosse quantité. Mais en fait, avec Kary Mullis, sa PCR, ses techniques de photocopie moléculaire, aujourd'hui, donc il fallait, faut compter entre 200 et 500 cellules. Aujourd'hui, avec une dizaine de cellules, vous faites un profil ADN exploitable, de très bonne qualité. Ça veut dire qu'un petit postillon, un petit bulbe de cheveux, les pellicules aussi, c'est pas mal. Et bien en fait, pourquoi est-ce que vous croyez qu'on met des charlottes dans nos laboratoires? C'est pour éviter de laisser tomber nos pellicules. Voilà, nos cheveux, nos pellicules, le masque, parce que les petits postillons, c'est très contaminant. Donc voilà, les gants. Notre consommation plastique de gants est faramineuse, parce qu'on passe notre vie à changer de gants. Et c'est pour éviter la contamination ADN. Donc oui, effectivement, mais c'est toujours des événements et des innovations technologiques qui nous poussent à nous adapter et à toujours être plus exigeants. Aujourd'hui, nous, tout est vérifié. Au laboratoire, l'intégralité du personnel est profilée dans une base interne. On n'est pas au fichier, on a une base interne qui est régulée par la CNIL, mais en fait, tout le personnel est fiché, profilé, plus toute personne rentrant dans le laboratoire, dans les zones où il y a des scellés, où il y a des analyses et prélèvements, tous les visiteurs qui viennent sont prélevés. Il reste au moins 18 mois dans notre base, parce que si jamais ils ont contaminé dans une salle, on est capable d'identifier que c'est une contamination. Sinon, ça peut arriver. C'est extrêmement rare. On a vraiment des process qui sont carrés, on a des gens qui travaillent très bien, on a toujours la charlotte, le masque, la blouse, les gants, on a des process carrés. Les contaminations arrivent très 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 rarement. Le zéro n'existe pas. Mais en fait, quand ça arrive, on est capable de dire « Ah, ce profil-là, c'est le profil de tel analyste. Il a peut-être contaminé à tel moment. » Et on va vérifier. Et ça évite aussi d'envoyer les analystes au fichier. Parce que nous, si on trouve un profil ADN, normalement, notre travail, c'est de faire le profil et de l'envoyer au fichier. Donc c'est aussi intéressant, voilà, de travailler là-dessus. Et de toute façon, plus le temps passe et plus on s'améliore, plus on est exigeant. Ça, c'est une certitude. Oui. Ma question, c'est combien de temps vous gardez les profils ADN? Alors, pour les suspects. Pour les suspects, je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que en plus de mémoire, ça a changé récemment, mais suivant l'infraction, ça peut aller de mémoire jusqu'à 20 ans. Tout ça est cadré. Voilà, au niveau du code de procédure pénale, c'est pas fait au hasard. Mais si le suspect est innocent?
si un suspect est prélevé dans le cadre d'une affaire, qui par la suite est jugé avec une autre personne qui est déclarée coupable pour cette infraction, le suspect a tout à fait la possibilité, immédiatement, de demander le retrait de son profil du fichier. Il peut en faire la demande et il peut être retiré. Voilà. Il faut faire la demande. Faut faire la demande. Mais effectivement, la personne peut demander à être retirée du fichier. Oui. C'est juste en termes de nomenclature, à partir de quand on considère qu'une enquête qu'on appelle internationale ou avec la collaboration d'autres polices, est-ce que le fait de demander de faire marcher le traité de Prüm et d'aller demander à chercher dans le fichier d'un autre pays, est-ce que ça suffit pour que par exemple les médias parlent d'une enquête internationale? Il n'y a aucun lien. En fait, les médias sont autonomes, c'est eux qui montent une affaire pour différentes raisons. La médiatisation d'une affaire, elle peut dépendre de tellement de facteurs, des facteurs politiques, des facteurs sociétaux, de l'actualité. Il n'y a pas de règle. Sur la médiatisation, il n'y a pas de règle. Forcément, des événements majeurs vont être médiatisés. Mais sur une enquête plus qu'une autre, il n'y a pas de règle. Et ce n'est pas nous qui sommes maîtres sur la médiatisation des affaires. Voilà. Nous, je ne vais pas dire qu'on subit, mais en fait, nous, si une affaire est médiatisée et qu'on nous demande de travailler dessus pour avoir des résultats rapidement, ben voilà. Mais il n'y a pas de règle là-dessus. Mais d'ailleurs, sauf erreur de ma part, la Cour européenne a souvent, alors peut-être pas condamné, mais en tout cas rappelé à la France effectivement de cet effacement automatique des données personnelles, même en cas de condamnation. Et c'est 40 ans gardé et 25 ans de mise en cause. 25, c'est ça, 25 ans le mise en cause. Je ne sais plus si c'était 20 ans ou 25 ans. C'est ça. Oui, effectivement, mais le FNAEG, il est en train d'évoluer, il évolue toujours. Et le problème, c'est qu'il faut que la législation évolue, il faut que les moyens soient mis derrière. Et en fait, le problème sur l'effacement automatique, c'est qu'il faut quoi? Il faut que votre affaire elle soit jugée. Il faut qu'il y ait du coup une condamnation ou un acquittement qui soit fait. Puis derrière, il ne faut pas qu'il y ait d'appel, parce que est-ce que l'appel est suspensif souvent? Et derrière, il faut qu'il y ait un lien qui soit fait entre tout ce qui est justice et du coup le fichier. Donc c'est aussi des choses qui sont en train d'être développées, et effectivement, qui ne sont pas encore automatiques, et qui le deviendront, c'est certain. Tout ça, ça va le devenir. Le FNAEG, il est en perpétuelle évolution. Est-ce que vous trouvez qu'il est un peu trop permissif ou un peu trop vaste? Non, on est très cadré en France. Pour le coup, sur les fichiers, nous, on est très cadré. Un exemple tout simple, hein. Nous, au laboratoire, policiers scientifiques, on envoie des profils, on n'a aucun accès au FNAEG. On envoie des profils inconnus et on n'a même pas le résultat de ce qu'on a envoyé au FNAEG. C'est uniquement le directeur d'enquête qui l'a. Nous, on travaille sans aucune information. Pour éviter de travailler à charge ou à décharge, on travaille avec le moins d'informations possible, on évite l'effet tunnel. Donc non, pour le coup, il est très cadré pour éviter tout débordement. C'est vrai, ça, je trouve qu'on peut s'interroger, est-ce qu'il ne faudrait pas plus ou moins prélever? Par contre, en France, c'est très cadré et c'est très carré. C'est vraiment une bonne chose qu'on a. Vous envoyez un profil dont vous ne pouvez même pas savoir si les yeux sont bleus et ne pas savoir du tout qui est l'identité à qui correspond ce profil. C'est ça. Le directeur d'enquête le reçoit et comment se fait la conversion pour que le directeur d'enquête y associe un prénom et un nom? Eh bien, c'est parce que, en fait, au niveau, quand vous avez un individu qui est arrêté, lui, au FNAEG, est envoyé son profil. Et du coup, il y a une identité. Alors, les personnels qui travaillent au FNAEG, eux, ne voient jamais passer de nom. Ce qui est envoyé, ce qui est profilé, c'est un code barre. Et l'association entre le profil et le nom se fait un peu plus tard. Et c'est pareil, c'est pour éviter que des gens puissent faire des associations et qu'il y ait des débordements. Mais en fait, nous, on envoie un profil. On envoie, par exemple, j'ai identifié sur ce mégot de cigarette, sur cette scène d'infraction, un profil ADN d'un individu masculin inconnu. Voilà, j'ai un profil ADN, c'est un individu masculin, il est inconnu. Je l'envoie au FNAEG. Le FNAEG l'enregistre comme profil trace, le passe dans sa base et se dit « Ah, il y a une correspondance avec ce profil de cet individu. » Ça va remonter et ça va envoyer un rapport, ce qu'on appelle un rapport de rapprochement positif au directeur d'enquête qui, lui, va recevoir un rapport du FNAEG et dans le cadre de votre procédure avec tel numéro de PV, le profil établi par le laboratoire de police scientifique sur tel scellé, tel numéro, correspond à l'individu prélevé et sous cette identité. Voilà. Et c'est lui qui va traiter ça derrière, l'enquêteur. Et la machine, on va dire, match, enfin, fait ressortir à partir du moment où il y a un pourcentage élevé de correspondance ou à partir de 50% par exemple. Ah non, non. Je parle pour des frères. Non, justement, là, en fait, ce qui se passe, c'est que
le FNAEG il fait remonter ce qu'on appelle des matchs, donc ça veut dire une véritable correspondance, et il va laisser une marge d'erreur. Et en fait, c'est pour ça que ce qu'on envoie au directeur d'enquête, c'est un rapport de rapprochement qui derrière doit être confirmé par l'expert. Donc il va vérifier, et l'expert en génétique va vérifier le profil de l'individu, le profil de la trace ADN retrouvée sur la scène de crime. Il va s'assurer que c'est bien les deux mêmes profils. Mais si on commençait à faire remonter les traces à 50%, on aurait plein de choses qui remonteraient et qui n'auraient aucun sens. Donc non, ça on ne le fait pas. On ne cherche que le match parfait au niveau du FNAEG. Voilà, c'est ça. Oui. Moi, s'il n'y a pas de correspondance, est-ce qu'il y a le FNAEG, il faut un profil type en disant il a tel âge, telle couleur de yeux? Non, ça on en parlera un petit peu après. Le FNAEG, il ne fait pas du tout ça. Le FNAEG, il a des profils, il les compare entre eux et il dit s'il y a des choses qui correspondent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Imaginez, vous êtes dans une bibliothèque, vous lui amenez un bouquin, le FNAEG, il va prendre le nouveau bouquin, il va regarder est-ce que celui-là je l'ai et dans quel rayonnage. Et il va vous dire, bah voilà, c'est celui-là, regardez, ça correspond bien, vous allez vérifier, oui, c'est le même. Voilà. C'est ça qui fait en fait le FNAEG. Tout à l'heure, vous parliez de contamination de l'ADN. Oui. Donc par conséquent, un peu la phrase type qu'on dit que l'ADN ne ment jamais est quand même partiellement fausse. Après, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on trouve de l'ADN, que l'ADN correspond à tel individu. Après, nous, on ne va jamais statuer. En fait, on est expert en génétique. Donc nous, on établit un profil génétique, on dit qu'on l'a retrouvé sur un scellé. Derrière, on ne va pas spéculer sur comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, à quelle heure, comment est-ce qu'il a été déposé. Voilà. Nous, jamais. Vous pourrez aller voir, si vous avez l'occasion, des dépositions d'experts au niveau des cours d'assises. On est expert que sur notre domaine et on n'est pas là pour spéculer. Évidemment, mais est-ce qu'on pourrait parler par exemple d'une mauvaise interprétation de l'ADN? Alors, mauvaise interprétation, non. Je ne vois pas dans quel sens vous imaginez une mauvaise interprétation. Nous, nos interprétations, elles sont simples et surtout, on ne conclut que sur des choses sur lesquelles on a des certitudes du domaine d'expertise. Je prends un exemple tout simple. Dans les affaires à caractère sexuel, on va chercher des traces de sperme. Et on a différents tests d'orientation qui nous permettent de voir s'il y a des traces qui pourraient y ressembler. Dans le sperme, il y a une enzyme, la phosphatase acide, qui réagit avec différents produits chimiques et qui peut produire la lumière spécifique. Ça nous permet de chercher des traces de sperme. Ce n'est pas un test de certitude, puisque ça pourrait réagir avec d'autres produits, on ne sait pas. Par contre, dès l'instant où on va trouver un spermatozoïde, vous avez la certitude que c'est du sperme. Parce que s'il y a un spermatozoïde, c'est forcément du sperme. Et donc à partir de ce moment-là, on va parler de sperme. Et là, on va pouvoir être vraiment affirmatif et conclusif. Mais on ne va jamais spéculer sur il y a une trace, c'est une affaire à caractère sexuel, on a trouvé un profil, ça pourrait être du sperme. Ça, vous ne le verrez jamais dans nos rapports. C'est soit techniquement, on est en mesure de dire c'en est et on va le dire, mais jamais on va spéculer. Donc on ne pourrait pas manipuler de l'ADN, faire une mauvaise manipulation, on va dire, de l'ADN. Alors nous, au laboratoire, on a des garde-fous, on a des contrôles positifs, des contrôles négatifs. On a des contrôles qui nous permettent de nous assurer que ce qu'on fait ne nous donne pas un résultat qui serait issu d'une contamination, d'un kit qui est contaminé. On fait des tests qui nous montrent que ça a bien fonctionné. On a des garde-fous à tous les niveaux. Tous les ans, on a des contrôles qualité, des contrôles interlaboratoires. Des organismes européens nous envoient des échantillons totalement inconnus, nous font analyser ces échantillons, nous demandent un rapport et derrière, nous testent comme ça, à l'échelle internationale. Et nous, on donne des résultats. Parce que je pose ces questions parce que, sauf erreur de ma part, pour le supérieur, donc quand ils mettent les données dans le FNAEG, ça passe ni par un juge, ni par l'État en soi. Non, nous, on envoie le profil. Alors on travaille sur réquisition ou sous ordonnance de commission d'experts. Donc en fait on ne travaille pas comme ça, n'importe comment. On travaille dans un cadre légal. Donc déjà ça veut dire que quoi qu'il arrive, l'analyse qu'on a faite, elle est soit sous l'égide du procureur, soit d'un juge d'instruction. Donc déjà à partir de là, ça veut dire que ce qu'on fait, il y a une information au niveau de la magistrature et du directeur d'enquête. Derrière nous on envoie ça. Et en fait, le rapprochement, derrière, il est envoyé au directeur d'enquête qui, lui, va en faire part, pareil, au magistrat. Donc en fait, notre travail, il est toujours transmis. La première vraie révolution, la création d'un service de police scientifique, c'est 85, c'est le rapport Pierre Jox. C'est rien.
c'est rien. 40 ans pour un service, c'est rien. On est très jeune. Et en plus, il faut voir que à l'époque, on travaillait manuellement à la paillasse. C'était très, je ne vais pas dire archaïque, mais un peu. Aujourd'hui, on est à l'ère de la robotisation. On travaille au laboratoire de police scientifique de Paris. L'année dernière, c'est 22 000 affaires traitées, 42 000 scellés analysés. Voilà. En fait, on a eu une augmentation exponentielle du nombre d'analyses en génétique qu'on a fait. Et en fait, il a fallu s'adapter. Et l'évolution à la fois technique et à la fois de la demande des enquêteurs pour des analyses, en fait, cette évolution a été rapide, elle a été énorme. Et en fait, il faut derrière raccrocher les wagons, s'adapter, et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu des moments, en France, typiquement, dans les années 80, fin 80, on était un peu en retard. Aujourd'hui, on est dans le top mondial. Mais parce qu'on a rattrapé, à un moment, il y a eu ce rapport qui a dit, attention, là, la scientifique, c'est très important, il va falloir mettre les moyens, il va falloir travailler dessus. Voilà. Oui. Question polémique, vous pouvez sortir un joker. Je suppose qu'il n'y a pas la parité dans le FNEG. Est-ce qu'on connaît le ratio homme-femme? Non. Alors, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Je n'ai pas connaissance que cette information soit sortie. Mais non, en tout cas, je ne l'ai pas. Sachant que les données, par exemple, les 4 millions de personnes enregistrées, c'est des données qui sortent parce qu'il y a des rapports réguliers sur le FNEG et ses chiffres. Donc, mais je ne suis pas sûr que la parité, ça fasse partie des informations qui soient sorties. Voilà. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'information identifiante, est-ce qu'on peut distinguer? Le sexe, c'est la seule information qu'on a. Alors, on ne travaille pas sur les chromosomes sexuels, mais sur une protéine de l'émail des dents pour lesquelles il y a une mutation qui différencie le sexe génétique masculin du sexe génétique féminin. C'est la seule chose. C'est la seule chose sur le profil génétique. La question, c'est que le FNEG, il est bien sûr partagé entre la police nationale et la gendarmerie. Oui. C'est un fichier national. C'est un fichier national. Donc oui, bien sûr. Oui, c'est ça, exactement. Alors on va continuer à parler FNEG. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à en parler parce que là on passe 2012. Donc pareil, une révolution, une affaire marquante. C'est l'affaire Élodie Kulik. Donc, en janvier 2002, Élodie Kulik, donc c'est une jeune banquière, elle est retrouvée en partie calcinée et elle a été violée et tuée par strangulation. Elle a eu le temps de faire un appel au secours, donc elle a appelé le 17, et il y a 2 voix d'hommes qui sont audibles. Ce qui se passe, c'est que sur la scène de crime, on a l'ADN, dans un préservatif, l'ADN du violeur. Donc on a le profil du violeur, mais vous allez voir que, en fait, le profil est établi, il est envoyé au FNEG, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Le violeur, il n'est pas au fichier. Et en fait, 10 ans après, pour la première fois, on va utiliser l'ADN de parentèle. Ce qui se passe, c'est que le gendarme en charge de l'affaire, en fait, il ne va rien lâcher. Il ne va rien lâcher. Et souvent, dans les affaires comme ça, c'est l'abnégation du directeur d'enquête qui va faire que les choses vont finir par aboutir. Il ne va rien lâcher et il va travailler, il réfléchit, il va dire est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le FNEG différemment. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de l'hérédité. L'hérédité, nous sommes le produit génétique de nos 2 parents, notre père et notre mère. Et l'idée du gendarme, c'est de travailler sur cet aspect-là de l'ADN et de travailler ce qu'on appelle en parentèle. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en filiation directe, parent-enfant, un père et son fils, une mère et sa fille, vous avez 50% de l'ADN qui est identique. Donc on le disait tout à l'heure, le FNEG, lui, il cherche un match à 100%. Globalement, c'est ça qu'il va chercher. Et là, le juge, il se dit, mon violeur, il n'est pas dans la base. C'est établi, il n'est pas dans la base. Ils ont fait comme avec l'affaire Pitchfork, ils ont fait un prélèvement massif. Et ça n'a pas matché. Ils ont trouvé aucune correspondance entre les individus qu'ils ont prélevés et l'ADN du violeur. Du coup, on réfléchit comment on fait. On va aller chercher dans la base du FNEG tous les profils qui ont 50% de correspondance. Donc pour chaque marqueur, il faut qu'ils aient un des 2
allèles, puisqu'on parle en allèle, vous savez qu'on parle en allèle. Hein. Par exemple, quand on dit que vous avez les yeux bleus, c'est parce que votre père avait un allèle pour les yeux bleus, votre mère aussi, c'est récessif. Voilà, c'est pareil. En fait, on va chercher pour chaque marqueur 50% de correspondance. Le principe même de la recherche en parentèle. Et en fait, dans le FNAEG, ils vont identifier un profil ADN qui a 50% de correspondance avec le profil du violeur. Il se trouve que c'est un homme qui est connu pour des affaires d'agression sexuelle sur mineurs. Alors il y a deux fils, il en a un à l'époque des faits qui a 9 ans, l'autre qui a 20 ans, donc bon, l'enquêteur, celui de 9 ans, il l'écarte. Et il s'intéresse à celui qui a une vingtaine d'années, et il se trouve que son fils est décédé en 2003 dans un accident de voiture, donc juste après le meurtre d'Elodie Kulik, et avant le prélèvement de masse. Ce qui expliquerait qu'il n'ait jamais matché au moment du prélèvement de masse. Du coup, le juge va ordonner l'exhumation du corps. On va prélever l'ADN de cet individu, Grégory Viard, et on va le comparer à l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Et ça match. Ça match. Ça match. On a une correspondance entre Grégory Viard et l'ADN retrouvé dans le préservatif. Donc c'est bien notre violeur. Mais vous vous souvenez, Elodie Kulik, elle a eu le temps de passer un coup de fil. Et on a deux voix. On a deux voix. Et donc cette affaire, elle a mis en évidence deux gros pans de la criminalistique qui ont évolué. Ça a été une affaire très marquante pour nous. Il s'intéresse à l'environnement proche de Grégory Viard, parce que maintenant on sait qu'il a violé. Il y a deux voix, on sait qu'il a. Donc là, l'enquêteur, il fait son travail. Il va aller s'intéresser à l'environnement de Grégory Viard. Ils vont étudier ses habitudes de vie, ses proches, ce qu'il fait. Et il s'intéresse à un de ses copains avec qui il traînait beaucoup. Et ils vont aller l'interpeller. Il devient suspect. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au laboratoire, on a un laboratoire central de criminalistique numérique qui est à Écully, notre centrale. Et en fait, ce laboratoire, qui travaille sur les traces technologiques, va faire un enregistrement de la voix de Willy Bardon, va le comparer à l'enregistrement de l'appel au secours fait par Elodie Kulik, et ils vont mettre en évidence que c'est la même voix. Et donc, pour le viol et le meurtre d'Elodie Kulik, Willy Bardon, il va être condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle. Donc là, vous avez une utilisation du FNAEG qui a été détournée, puisque au final, on n'a pas utilisé le FNAEG classiquement, on l'a utilisé en parentèle. Ce n'est pas une nouvelle technique, c'est une nouvelle méthode d'analyse. Parce qu'en fait, on a utilisé les mêmes choses, on n'a pas établi un profil d'une nouvelle façon. Mais en fait, on a utilisé une méthode alternative d'analyse, d'exploitation de ces données. Et ça, en fait, ça fait jurisprudence. Parce que jusque-là, le FNAEG n'était pas fait pour ça. Donc, le juge, à l'époque, a autorisé l'utilisation du FNAEG pour cette analyse en parentèle, et ça a fait jurisprudence au moment du procès. Aujourd'hui, on peut utiliser le FNAEG pour faire les analyses en parentèle. Alors attention, c'est très cadré. Vous pouvez utiliser ça si effectivement votre trace ADN que vous avez trouvée sur votre scène de crime, elle ne matche pas au FNAEG, si vous êtes bien sur un crime, si vous avez utilisé toutes les pistes possibles. Et en fait, on ne va pas utiliser la recherche en parentèle, cette méthode alternative, au tout début de votre enquête. Voilà, c'est une fois que vous allez avoir épuisé toutes les méthodes classiques de mise en évidence des preuves. À la suite de cette affaire, l'utilisation du FNAEG a évolué, donc il y a eu jurisprudence pour la parentèle, et aujourd'hui, on peut aussi travailler à l'utilisation de l'ADN en parentèle pour les personnes disparues. L'utilisation de la parentèle permet d'augmenter les chances d'identifier ces personnes disparues. Avant-dernière affaire marquante, alors c'est en 2012, la psychose s'installe à Lyon. Une série de viols dans le 8e arrondissement de Lyon. Vous avez plein de jeunes filles qui sont agressées. Vous avez une victime par mois entre octobre et janvier. Donc vous avez vraiment quelque chose, une psychose à Lyon qui s'installe. Les jeunes femmes ont peur de sortir. Voilà, ça fait vraiment la une dans les journaux, pas seulement locaux, même nationaux. Il y a l'enquête qui piétine. Ils n'arrivent pas à avoir de suspect. Ils ont l'ADN du suspect, parce qu'ils ont retrouvé l'ADN du suspect, hein. Mais ça piétine.
ça ne matche pas au FNEG, les enquêteurs n'arrivent pas à resserrer l'étau à mettre un nom, un suspect, quoi que ce soit. Il y a une chose qui n'a encore jamais été utilisée, qui leur est proposée pour resserrer un peu leur recherche, parce qu'en fait c'est vaste, ils savent qu'ils cherchent un homme, voilà, un violeur. C'est le portrait robogénétique. Donc le portrait robogénétique, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'ADN pour établir, selon une analyse probabilistique, des caractères génétiques de la personne qui a laissé cette trace ADN. Donc en fait, on va prendre l'ADN qui a été retrouvé sur les différentes scènes d'infraction et on va l'analyser. Donc on analyse certaines parties de l'ADN, pas du tout les mêmes que celles qu'on utilise pour faire le profil qu'on envoie au FNEG. Et en fait, ça va donner certaines indications sur le donneur de cette trace. Alors, on est capable de travailler sur l'origine biogéographique. Donc, vous voyez qu'on a une fiabilité à 97%. Le sexe, on est toujours sûr à 100%. C'est le sexe génétique, hein, ça, parce que c'est quelque chose qu'on fait de la même façon pour les profils classiques. On va avoir la couleur des cheveux. Là, on est toujours à 97%. Alors, vous voyez que on ne donne pas une couleur précise, on donne une gamme de couleurs. Là, on dit, par exemple, pour cette personne, que ça va être entre châtain foncé et brun foncé, voilà, avant noir. Vous avez la couleur des yeux, on est toujours à 97%. Là, vous êtes entre 3 types de couleurs. Vous avez le bleu, l'intermédiaire et le marron. Pareil pour la couleur de la peau, on est toujours à 97%. Là, vous allez donner une gamme de couleurs. Là, par exemple, une personne a la peau claire de type 1, type 2, donc relativement claire. Et plus récemment, on a rajouté différentes choses. On a les prédispositions à la calvitie et aux taches de rousseur. Là, au niveau de la fiabilité, on est à 90%. Et on travaille sur une dernière chose, ça fait partie des dernières avancées en génétique, sur le portrait robogénétique, c'est l'âge de la personne au moment du dépôt de la trace ADN. C'est-à-dire que l'ADN qui a été retrouvé correspond à l'ADN d'une personne qui a là, entre 40 et 46 ans. Donc là, on arrive à donner quelque chose sur voilà, une fourchette de 6-7 ans, avec une fiabilité de 95%. Vous voyez, je vous parle beaucoup de pourcentage de fiabilité. On est sur quelque chose de probabilistique. On ne dit pas à l'enquêteur, la personne qui a laissé cette trace a les cheveux châtains, les yeux marrons et la peau claire. Ça reste de la probabilité. La fiabilité de prédiction, elle est à 97%. Pour vous, ça paraît énorme. Pour un biologiste, ça reste faible. Il y a une marge d'erreur de 3%. C'est à prendre en compte. Donc nous, c'est aussi notre travail face à l'enquêteur de lui expliquer qu'il faut le prendre en compte. Voilà. Mais en fait, ça permet, dans un premier temps, de resserrer votre pan de recherche pour vous focaliser sur une catégorie de personnes qui correspondrait plus au suspect. Voilà. Il faut garder une porte ouverte parce qu'on est sur des choses probabilistiques, mais ça a permis aux enquêteurs de se focaliser sur un suspect qui avait des caractéristiques définies. Oui ? D'un point de vue génétique, il doit être possible de déterminer que la personne est diabétique de type 1, par exemple, ou ça pourrait être quelque chose qui pourrait être à fait. C'est des recherches médicales. Alors pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire. D'un point de vue législation, on n'a pas le droit. Souvent, c'est des laboratoires en criminalistique ou même des laboratoires de recherche académique qui font évoluer ces techniques, qui développent des kits. En France, ça, au moment où on le teste, donc l'affaire, elle patine, il y a une grosse pression, il y a une psychose qui s'installe, le juge autorise l'utilisation de cette nouvelle technique qui n'a jamais été utilisée en France. On l'utilise, plus tard dans l'affaire, en fait, donc on a une individu à la pommade brun aux yeux marrons, ça permet aux enquêteurs de les orienter un petit peu, et en fait, en janvier 2014, on a un appel au secours d'une jeune fille qui se fait agresser. Karim Abbas, il est arrêté par la police, en flagrant délit sur sa 6e victime. Et derrière, il sera condamné, donc en 2016, à 18 ans de réclusion criminelle. Comme on avait utilisé le portrait robogénétique pour aider l'enquêteur, il a été présenté au moment du procès. Ça a permis, en 2016, d'avoir une jurisprudence. Et comme pour l'ADN en parentèle, aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser le portrait robogénétique. Attention, toujours un cadre légal d'utilisation de cette technique. C'est pour les affaires criminelles, dans le cas où votre trace ADN n'a jamais donné lieu à un match sur le FNEG, surtout si en plus vous avez épuisé toutes les pistes de l'enquête. En gros, quand vous patinez, que vous avez tout testé, vous avez cette possibilité-là. C'est quand même dommage parce que du coup, ça améliorerait la rapidité de l'enquête quand même si on avait déjà un portrait robogénétique systématique.
c'est un coût financier et aussi en temps. Il faut avoir des moyens. Cette histoire de coût aussi et de temps, sur la dernière chose que j'évoquerai, vous verrez. Donc voilà, alors portrait robot génétique, on l'utilise, c'est, je pense, en moyenne une 40aine d'affaires à l'année. Chaque laboratoire n'est pas équipé pour le faire. Ça tout se fait à Lyon, là où il y a notre siège, parce que c'est eux qui ont l'équipement et les experts pour ça. Voilà. Et à l'international, c'est utilisé? Oui, parce que en fait, comme je vous dis, en fait, c'est des kits qui sont développés par des labos de recherche académique et par même d'autres labos en criminalistique. Donc, c'est des choses qui sont produites par les grandes boîtes et qui sont vendues pour être utilisées. Donc oui, il y a d'autres pays qui l'utilisent, bien sûr. Après, on est sur de la fiabilité de prédiction, donc vous n'avez pas une concordance comme le profil génétique où vous avez un match direct et parfait. Oui. J'ai une question concernant les Jeux Olympiques. Oui. Il y avait un laboratoire juste à côté pour traiter hyper rapidement traces sur des vols, des incidents, etc. On a, comme tout personnel du ministère de l'Intérieur, tous les personnels sont restés au laboratoire pendant les Jeux Olympiques. Personne n'est parti en vacances. On était là, on a préparé un plan en cas d'événement majeur. S'il y avait besoin, on était tous là. On n'a pas eu une augmentation des prélèvements, des affaires qui nous sont arrivées. Je pense que tout le monde l'a vu, enfin pour ceux qui étaient sur Paris, en fait, les Jeux Olympiques se sont très bien passés. Il y avait du bleu partout, tout le monde était... Non mais c'est vrai. Voilà, les forces de police étaient très présentes. On a eu très peu de débordements, il y a eu peu d'affaires, on en a eu quelques-unes. Mais en tout cas, l'ensemble du service national de police scientifique était préparé à traiter une augmentation du nombre d'affaires, à une crise majeure pour les Jeux Olympiques. On était bien évidemment préparés. Et à côté du village olympique, il n'y avait pas un labo exprès pour un commissariat éphémère, non? Ah non. Alors pour le coup, le laboratoire de police scientifique de Paris, il est situé à Saint-Denis. Ouais. Donc voilà, il est pas éphémère. Voilà. Non, il n'y a pas de labo éphémère. Et du coup, vous avez une procédure d'urgence quand il y a un grand événement, vous pouvez être appelé? Alors oui, effectivement, on a des plans pour tout événement majeur en cas d'urgence. On a, si une affaire le nécessite, possibilité de revenir, de travailler. Voilà. Pour les attentats de 2015, le laboratoire, ça a tourné 24 heures sur 24 pendant 2 semaines. Voilà. S'il y a besoin, on a au service national des polices scientifiques des unités qui sont déployables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour des affaires majeures. On a une unité nationale d'intervention et on travaille aussi avec les gendarmes qui ont des labos mobiles. On a beaucoup appris des différents attentats, enfin, Charlie Hebdo, vendredi 13, la Germanwings, Nice. Voilà, et aujourd'hui, on a vraiment tout un tas de procédures bien établies en cas de crise. Même pour des affaires plus... Catastrophe naturelle, on a une unité nationale d'identification de victimes de catastrophes. Voilà, qui sont déployables, et justement parce qu'on sait qu'il y a besoin d'identifier les victimes très rapidement. Vous travaillez avec la BEA aussi? Oui, alors on ne travaille pas forcément avec eux, mais s'il y a une catastrophe aérienne, forcément le bureau d'études de l'aviation, c'est ça, exactement. Oui. Avec les portraits robogénétiques, vous pourrez arriver rapidement aussi à la simulation visuelle. Alors je pense qu'on en est encore loin. Techniquement, on en est encore loin. Et même avec les approches probabilistiques. Non, là. Partir de l'ADN pour faire de la modélisation, il y a un vrai gap technique, technologique encore. Là, vraiment, on n'y est pas encore. Même avec l'IA? L'IA fait avec ce qu'on lui donne. Donc, en fait, vos caractères physiques, morphologiques, là, la couleur des yeux, elle ne dépend pas de votre environnement. Mais la couleur de votre peau, l'élasticité de votre peau dépend de votre âge, de votre environnement, de l'univers agressif dans lequel vous êtes, comment vous entretenez votre peau. Et ça, on ne peut pas le simuler à partir de votre ADN. Votre ADN dit comment votre organisme est programmé. Donc votre organisme est programmé à avoir des yeux bleus. Il y a peu de chances que l'environnement vous fasse changer vos yeux bleus. Par contre, avoir des informations comme avec Vertignon, par exemple, je sais pas, la taille des oreilles, c'est ça. la forme du nez, C'est ça. Et encore, c'est énormément dépendant de l'environnement. C'est ça qu'il faut voir. Donc on en est très loin. On en est très très loin. Comment l'ADN permet de déterminer l'âge? Alors pour le coup, je vais rentrer dans le très technique. Vous pourrez regarder, mais en fait, on travaille sur ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. En fait, c'est très chimique, mais votre ADN n'a pas toujours le même état, suivant l'âge que vous avez, un degré de méthylation. Je vais pas rentrer dans les détails parce que là, je suis parti pour un cours de chimie et de génétique, mais voilà.
Je finis mon dernier propos avant de prendre les questions parce que je voudrais finir sur quelque chose qui est assez intéressant et je pense que ça va donner lieu à des questions. Au niveau des dernières innovations, donc on s'est arrêté là en 2016 avec le portrait robot génétique. Donc déjà, il y a quelque chose qu'on a vu, c'est que l'innovation technologique va toujours plus vite que la législation. C'est normal. Le législateur ne peut pas pondre une loi sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ça paraît évident. La dernière innovation qui nous vient des États-Unis, c'est la généalogie génétique. La généalogie génétique. Qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'à une époque, on pouvait, ça se faisait beaucoup aux États-Unis, commander un petit kit où vous preniez votre ADN, un petit coton-tige, vous l'envoyez et vous receviez un petit rapport qui disait vous êtes 3% scandinave, 6% amérindien et que sais-je. Voilà. Ça en France, vous n'avez pas le droit de le faire, hein, parce que l'article, je crois que c'est 16.10 du Code civil, dit qu'on n'a pas le droit de travailler, de faire des recherches sur l'ADN qui pourraient donner des informations portant sur des caractères morphologiques ou autres. Mais, alors il y a la loi bioéthique, mais même le Code civil à la base dit qu'on peut travailler sur l'ADN uniquement à des fins de recherche académiques et médicales. Donc ça c'est des fins récréatives, on n'a pas le droit. Bon, après, il y a plein de gens qui se sont permis de le faire. Donc aux États-Unis, c'était très développé. Et en fait, à chaque fois que les personnes envoyaient leur ADN, ils signaient une petite clause en disant que la boîte disposait de leur ADN et la police aussi pouvait l'utiliser. En 2018, si ma mémoire est bonne, il y a une scientifique américaine qui a eu l'idée d'utiliser ces bases génétiques à des fins criminalistiques. Et elle s'est dit, comme on a une grosse quantité d'informations génétiques, contrairement au profil que nous on fait en criminalistique, vous faites ça, vous envoyez votre ADN et on le séquence entièrement. Donc on a tout votre génome. Et elle s'est dit, est-ce qu'on ne va pas essayer de chercher dans ces bases si on peut retrouver des familiers des suspects. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'elle a pris un cas très connu aux États-Unis, le cas du Golden State Killer. Donc c'est quelqu'un qui a sévi dans les années 70-80 sur la côte est, au niveau de la Californie, si mes souvenirs sont bons, qui a commis un nombre incalculable de vols, de mémoire de viols et meurtres aussi, et qui a fini par arrêter de sévir, et on ne l'a jamais arrêté. C'est vraiment ce qu'on appelait un cold case. Mais on avait son ADN, ça n'a jamais matché dans la base américaine, ils n'ont jamais arrêté un suspect avec qui ça a matché, et donc cette chercheuse, elle s'est dit, on a son profil, on a son ADN, on va le prendre, et en fait on va aller chercher dans ces bases récréatives s'il y a quelqu'un qui pourrait être apparenté au niveau de sa famille. Pas juste un père ou un fils, mais vraiment quelqu'un qui peut être apparenté. Parce qu'on a cette possibilité-là avec le génome complet. Donc là, ils font ça, il y a plein de candidats qui leur apparaît. Gros travail d'enquêteur, parce qu'en fait, l'enquêteur, vous lui dites j'ai 50 noms, ça pourrait être des gens de la famille de ton tueur. Et bien, on prend le nom un par un, on fait un arbre généalogique et on se dit est-ce que dans cet arbre généalogique, j'ai quelqu'un qui pourrait être une personne qui a vécu dans les années 70-80 en Californie, qui était géographiquement dans ces zones au moment des faits et qui pourrait correspondre à mon tueur. Gros travail d'enquêteur qui prend des semaines, des mois. Ils finissent par trouver quelqu'un parmi tous ces arbres généalogiques qui pourrait être le suspect. Ils vont l'arrêter, ils le prélèvent et ça match. Si vous avez suivi un petit peu l'activité, en 2022, en France, on a eu l'affaire du prédateur des bois. L'affaire du prédateur des bois, c'était un violeur du sud de l'Essonne qui a sévi de mémoire fin des années 90, début des années 2000. Qui, pareil, avait arrêté de sévir, c'était un cold case, et on avait son ADN. On est passé par une commission rogatoire internationale, on a envoyé son ADN au FBI, qui l'a fait passer dans ses bases généalogiques. Gros travail des enquêteurs, donc en fait le FBI a donné un certain nombre de candidats potentiels. En France, les enquêteurs ont travaillé là-dessus. Ils ont tout remonté, la généalogie, ils ont trouvé des candidats potentiels, dont un qui est intéressant. Ils sont allés l'interpeller. Ils ont prélevé son ADN et ça matchait. Cette personne a été arrêtée, elle a avoué ses crimes. Malheureusement pour la jurisprudence, cet homme s'est suicidé en prison. Du coup,
fatalement, il y a extinction de l'action publique et on n'a pas pu aller au procès. Donc il ne peut pas y avoir de jurisprudence là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de jurisprudence, il n'y a toujours pas de législation là-dessus. Bon, bien sûr, on ne va pas attendre que le cas se reproduise. Il y a des commissions interministérielles avec la justice, la police, voilà, qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand moi je suis rentré dans la boîte, en 2016, on disait qu'il fallait que 15% de la population, enfin 15% d'une population soit dans une base ADN pour remonter 60% des individus qui la constituent. Aujourd'hui, on considère qu'il faut 2% d'une population dans une base de données génétiques pour remonter l'intégralité des individus qui la constituent. Vous voyez le gap déjà technique qu'on a fait, technologique qu'on a fait sur ces années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, avec les bases récréatives, là, vous pouvez remonter n'importe qui. Après, c'est le coût d'enquête, de travail informatique, parce que c'est énormément de travail informatique, qui est énormément élevé. Vous ne pouvez pas vous dire je vais résoudre n'importe quel crime comme ça. Parce qu'en fait, ça vous demande des heures, des jours, des mois, des semaines et des mois de travail. Il vous faut une grosse force de frappe. Donc en fait, vous l'utilisez que sur des affaires précises. Mais en fait, c'est une méthode alternative à utiliser en ADN qui a un pouvoir résolutif quasi infini. Ça demande beaucoup de ressources, mais un pouvoir résolutif infini. Donc c'est la dernière innovation technique, analytique en ADN qu'on a en criminalistique. Vous voyez que de la preuve initiale du profil ADN, on a quand même dérivé sur différentes méthodes alternatives qui aujourd'hui nous apportent différents éléments de preuve. Et pourquoi en France on ne fait pas comme au Danemark où on prélève tout le monde à la naissance? On a un historique avec les fichiers, on a des lois de bioéthique. Il faut savoir qu'en France, parmi les 26 critères de discrimination qui sont inscrits, il y en a un, c'est la discrimination génétique. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, grâce à ces magnifiques bases génétiques, aujourd'hui, on vous refuse une police d'assurance parce que vous avez une prédisposition à un cancer. C'est de la discrimination. Au regard de la loi française, c'est une discrimination. Et ça, nous, on en est protégés. Donc, il y a ça aussi qu'il faut voir. Il faut faire un petit pas de côté et mettre ça en perspective. Mais par exemple, pour les empreintes digitales, on n'a pas le droit de s'y opposer. Au prélèvement des empreintes digitales, bah, de la même façon, vous n'avez pas le droit de vous opposer au prélèvement de l'ADN quand vous êtes prélevé dans un cadre légal. Oui, vous parlez des empreintes pour le passeport ou autre? Oui, c'est ça. Les bases ne communiquent pas. On ne peut jamais aller faire une recherche sur les bases d'empreintes digitales du passeport. Il y a un fichier automatisé des empreintes digitales à destination de fins judiciaires, donc comme le FNAEG, mais ce n'est pas du tout le même que pour les empreintes du passeport. Et on ne fait pas de recherche dessus. Donc voilà, il faut voir ça. Et ça, pareil, c'est encadré. Oui. Vous disiez tout à l'heure que le FNAEG était utilisé pour les crimes et parfois pour les délits. Est-ce que par exemple ça pourrait être utilisé pour un vol d'un montant énorme? Mais en fait, c'est cadré, hein, c'est cadré. C'est-à-dire que vous avez une liste d'infractions pour lesquelles vous pouvez avoir votre ADN prélevé et intégré au FNAEG. La liste d'infractions, elle est prévue par le code. Voilà, c'est ça. Y compris les infractions routières. Alors pour les infractions routières, vous faites un excès de vitesse, une conduite en état d'ivresse, de mémoire, c'est du délit routier, vous n'êtes pas prélevé. Pas en ADN. Et en compte, par exemple, le trafic de stupéfiants, c'est pris en compte parce qu'on dit toujours qu'on n'arrive pas à les poursuivre. Il y a des infractions à la législation stupéfiant qui donnent lieu à enregistrement au fichier, bien sûr. Vous me disiez que la police scientifique elle a donné son patrimoine génétique. Elle a permis de renseigner le fichier. Oui. Et les membres de la police nationale, c'est obligatoire ou... Non, au fichier national, il n'y a que les traces retrouvées sur les scènes de crime et les personnes qui ont été arrêtées, donc les suspects, les mises en cause et les personnes condamnées. Nous au niveau de la police scientifique, on est dans nos bases locales. C'est de bases de recherche en contamination. Ils ne sont pas au fichier. Voilà. Ça, pareil, c'est géré par la CNIL, c'est encadré, voilà. Mais c'est distinct du fichier national. Parce qu'en fait, c'est pas le même objectif. Le policier lambda n'est pas du tout dans vos bases, mais par exemple, il peut
découvrir une scène de crime et dire je l'ai pollué, Oui. prenez mon ADN pour... Exactement. Ça se produit, ça peut se produire. Alors aujourd'hui, les policiers sont vraiment bien formés, ils sont rodés, ils ont l'habitude. Mais effectivement, pour un exemple tout bête, moi je l'ai eu une fois, un policier qui va sur une scène d'infraction, il va chez une personne qui en fait s'est fait voler par quelqu'un qui s'est déguisé en policier. Et le policier en fait fait des prélèvements et il reçoit la personne âgée qui lui dit bah voilà, la personne ça a sonné à ma porte, je suis allé ouvrir, c'était un faux policier, il est rentré, il m'a volé mes bijoux. Le vrai policier qui a fait l'enquête, il s'est dit bah le coupable a sonné. J'ai fait un prélèvement ADN sur la sonnette, sauf que moi en arrivant j'ai aussi sonné. Du coup, non, mais il ne pouvait pas le savoir, il arrive sur la scène d'infraction, il s'est dit, et bon réflexe du policier, je vous fais un prélèvement de mon ADN, je vous l'envoie, vous le comparez. Si c'est mon ADN que vous trouvez, bah vous savez pourquoi, pas la peine de l'envoyer au fichier. Par contre, si c'est un ADN inconnu, c'est que c'est pas le mien, vous pouvez l'envoyer au fichier. Donc voilà. C'est aussi un citoyen lambda qui tombe sur Et ça, en forêt ou non mais ce qu'on fait en général, ce qui se passe, c'est qu'en général, si on a un doute, on fait le prélèvement, ce qu'on appelle des primo-intervenants. Pareil, sur une scène d'infraction, vous avez les pompiers qui interviennent, le SAMU, la police secours. S'il y a un risque qu'ils aient pollué, effectivement, on va leur demander un prélèvement pour ce qu'on appelle les désincriminés. Voilà. Une communauté de suspectés, par Oui. exemple l'affaire du petit Émile dans le village, Oui. est-ce que les gens ont été prélevés? Et s'ils ont été prélevés, est-ce que leur trace ADN est entrée dans le FNAEG? Ça, c'est une affaire gendarmerie. Alors, je dois avouer que je ne sais pas qui a été prélevé. Mais en fait, s'il y a des suspects, ils peuvent être prélevés et envoyés au FNAEG. Après, de la même façon, il faut que vous ayez un suspect, il faut que vous le préleviez, mais aussi, il faut que c'est un intérêt. Est-ce que vous avez des preuves ADN à y opposer? Prélever quelqu'un, si vous n'avez aucun profil ADN sur votre scène d'infraction à l'y opposer, ça n'a aucun intérêt. Ça rejoint un peu les questions à répétition qui concernent pourquoi on ne prélève pas à la naissance. C'est aussi que pour rentrer dans le fichier, il faut qu'il y ait un motif pénal. C'est on ça. est quand même dans un état de droit et non dans un état de contrôle. C'est quand même la grande différence par rapport aux États-Unis. C'est ça. Qui, à mon sens, mérite d'être défendu quand même ici en France. Allez. L'affaire Cully, le d'ADN qui a été pris dans un corps exhumé, comment on se trouve? Alors, en fait, on est capable d'établir un profil ADN à partir d'ossements, en fait, et jusqu'à très longtemps après le décès. En fait, on va récupérer l'os, on va le nettoyer, on va le limer avec, à partir de la poudre d'os, il y a de l'ADN. En fait, l'os, c'est une structure calcifiée qui est très solide et dedans, il y a de l'ADN qui va être enchâssé et qui est protégé. Donc, on peut rétablir un profil à partir d'ossements. Le robogénétique, c'est ça? Le portrait robogénétique? Le portrait robogénétique. En fait, quand on a découvert que c'était Karim Abbas, oui. Finalement, on a fait un prélèvement d'ADN sur lui pour... Alors oui, c'est la première chose qui a été faite. Hein. On l'a prélevé, on a comparé son ADN avec l'ADN qui a été retrouvé sur les scènes d'infraction. Bien sûr. Ouais, parce que vous avez dit au procès... Au procès, ils n'ont pas utilisé que le portrait robogénétique, mais en fait, ils ont présenté l'ensemble des éléments de preuve qu'ils avaient contre lui. Et le portrait robogénétique en faisait partie. Et du coup, ça a permis de le faire valoir au niveau de la justice. C'est ça. Et ça a fait jurisprudence. Voilà. Merci à vous.